Des riverains de Pliane vont debout contre la Seine-Samar. Les habitants s'opposent à la construction de nouveaux logements sociaux dans cette section. Le permis de construire pour cette opération serait périmé. Reportage de Patrick Curie et d'Isabelle Amou en ouverture de cette édition. Le secteur de l'industrie entend se dynamiser. La majorité des salariés ont 50 ans et plus. Les professionnels espèrent susciter des vocations dans le cadre de la Semaine de l'industrie pour préparer la relève. Adieu yo-yo et frustration, c'est ce que promet le Feel So Light, une nouvelle méthode pour perdre du poids grâce au développement personnel et de l'estime de soi. Découverte du procédé avec Karen Diamin dans ce journal. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver à la une de votre journal. La colère des habitants de Pliane au Gosier. Vous l'avez certainement remarqué, depuis vendredi, des riverains bloquent l'accès d'un chantier de construction. Il s'agit d'un programme de 90 logements sociaux initié par la Seine-Samar. Cette dernière aurait débuté ses travaux avec un permis de construire périmé depuis près de 8 ans, selon les riverains. L'éclairage de Patrick Curie et le commentaire de Linda Kayarsi. Ces riverains sont en colère. Ils dénoncent la construction de 90 logements sociaux appartenant à la Seine-Samar. En cause, un permis de construire non conforme. Les riverains craignent également que les problèmes déjà existants ne s'aggravent. Nous, population de Pliane, nous décidons à faire dans un premier temps respecter les décisions de justice là. En cas penser ou constater, vous voyez afficher là. Ça c'est une. Deuxièmement, il y aura prétendre mettre 90 logements là. 90 logements, si vous calculez bien, très sociaux, café noir, pépouet, 450 personnes. Si chaque sous mettez 3-5 personnes par occasion. 450 personnes à Pliane, nous avons un problème sérieux au niveau de l'eau. Pour les gens, pas nous qui genre. Mais là, 450 personnes qui en font là, pour les gens qui ont béni de l'eau. Alors, la population a révolté pour ça aussi. Troisièmement, depuis au recevoir, en cas supposé, depuis au recevoir, décision à tribunal là, si nous montons et descendons à camion à béton de 6h du matin à 7h du soir. Toute la nuit, des ordres en tête à nous, nous fatigués. Alors là, nous demandons de respecter ces décisions-là. Il y a un problème à niveau terrain là, mais on savait que le problème à terrain sont deuxième phase. Nous devons respecter la deuxième phase là. Là, il y a qui vient dans la deuxième phase là avec nous là. Pas de problème, nous là. Par contre, en première phase là, on va dire, respecter la décision à la justice là. De son côté, la Seine-Samar soutient que la parcelle concernée par cet arrêté ne se trouve pas dans la zone. Le bailleur a fait appel à des huissiers et aux forces de l'ordre pour débloquer le chantier. Une décision de justice est attendue pour trancher dans cette affaire. L'industrie se porte plutôt bien. En Guadeloupe, ce secteur en pleine expansion ne débauche pas. Cependant, la majorité des salariés ont plus de 50 ans. Un renouvellement des générations est donc essentiel. Dans le cadre de la Semaine de l'industrie, les élèves de première année du lycée Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau ont pu assister aux différents ateliers de l'entreprise Technobois. Une relève ô combien nécessaire. Reportage Bénédicte Jourdier. D'abord, on commence par... Avec ses camarades du lycée professionnel Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau, David découvre cette entreprise de construction bois située à Jarry avec intérêt puisqu'il souhaite devenir charpentier. Ça nous apprend et ça nous fait voir ce qu'il y a. Après ma formation dans le lycée Paul Lacavé, j'irai chercher un travail. Une première visite qui ouvre la semaine de l'industrie et qui permet aux étudiants de se projeter plus facilement dans le monde du travail. Pour montrer aux élèves que le bois ne se limite pas qu'à la charpente, mais ça se limite aussi à l'utilisation des machines et une bonne connaissance en géométrie et trigonométrie, ce qui leur permettra aussi d'être des bons charpentiers, puisque c'est un métier qui a de l'avenir, puisque lorsqu'on regarde, pratiquement toutes nos maisons en Guadeloupe sont réalisées à 50% en bois. Avec 4000 établissements, l'industrie est le 3e secteur économique en termes d'emploi. Elle représente 5,3% de la masse salariale. Un secteur qui, en Guadeloupe, a besoin de la relève. Dans l'industrie, la moyenne d'âge est assez élevée, puisque, comme vous savez, la Guadeloupe est un petit territoire et nous avons très peu de turnover dans les entreprises. Donc quand nous avons des salariés qui rentrent dans l'entreprise, bien souvent, ils finissent leur carrière dans l'entreprise. Donc actuellement, nous avons une moyenne d'âge élevée dans le secteur industriel et nous avons un problème de renouvellement d'ici 10 à 15 ans. Et cela, il faut le prévoir dès maintenant. Il y a donc un vrai enjeu de renouvellement des générations. Donc, ouvrir les yeux sur l'effort, sur l'attractivité de notre industrie et préparer
je dirais, les emplois futurs qu'il nous faudra pour vraiment continuer de développer cette industrie ici en Guadeloupe. Nous en avons besoin. Mais pour le moment, ces jeunes doivent terminer leurs études. Il leur reste encore une année de formation avant d'intégrer le monde du travail. L'artisanat était à l'honneur ce week-end à Bouillante. Plus de 80 artisans étaient invités à présenter leurs réalisations. L'idée était de donner un coup de main à la production locale. Reportage Isabelle Hameau. Les allées du Salon Guadeloupe Prestige grouillent de curieux et d'habitués. Ici, on découvre des décorations originales, des vêtements traditionnels ou encore des confiseries made in Guadeloupe. L'idée est commune, hein. Nous l'avons eue depuis 2005 quand nous avons créé l'association. C'était justement dans le but de promotionner l'artisanat, de mettre en valeur nos créateurs, la production locale en général. C'était un peu le but de l'association dès le départ en 2005. L'importance déjà, vous savez, l'artisanat, c'est le premier employeur de Guadeloupe. L'artisanat fait travailler nos enfants, mais l'artisanat, c'est vous, c'est moi, ce sont vos parents. Donc ce sont des produits Guadeloupe. Sur ce stand sont exposés divers objets en bois, tables basses, planches à découper, miroirs, tous fabriqués à partir de bois locaux et par des travailleurs en situation de handicap de l'ESAT, l'établissement et service d'aide par le travail. Nous avons du poirier, du galba, de la calebasse et des différents aussi du myria katara. Ce sont du bois traditionnel du pays et après nous utilisons du bois qui sort du Brésil. Mais on essaie de d'abord valoriser le bois que nous avons en Guadeloupe. Le but c'est de faire découvrir au public la compétence de nos travailleurs handicapés. Ils sont différents mais aussi compétents et nous on a pour objectif de les insérer dans la vie ordinaire. Parce que le plus souvent, les travailleurs handicapés sont mal vus par le public. Mais il faut savoir qu'ils sont peut-être différents de nous, mais ils ont aussi des capacités. Et on essaie par rapport au salon de les mettre en valeur. On est déjà situé dans la capitale du bois qui est Pointe-Noire. Alors on veut faire vivre les artisans, les élagueurs de Pointe-Noire. L'artisanat, un secteur d'activité d'avenir mis à l'honneur dans ce salon, qui lui a été un véritable marché où chacun savait qu'il trouverait la qualité des produits recherchés. La semaine dédiée à la santé mentale a débuté aujourd'hui dans les établissements hospitaliers de Guadeloupe. La maladie mentale est plus fréquente qu'on ne le pense. Une épreuve difficile pour les familles. Seriez-vous prêt à demander l'internement d'un proche s'il présentait des troubles mentaux ? Vos réponses recueillies par Isabelle Hameau et Patrick Curie. C'est un sujet assez délicat, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche. Je pense qu'il faudrait avoir un avis médical vraiment solide. S'il est possible de faire quelque chose, tant qu'il sera possible de faire quelque chose, je pense qu'il faudrait essayer. Non, parce que je ne fais pas confiance aux services à ce sujet ici, en Guadeloupe. On remarque assez souvent dans des faits divers des gens qui sortent, qui ont été internés, qui sortent de longues périodes ou d'une période assez conséquente et qui réitèrent ou qui rechutent en fait. Alors il faut repenser peut-être au service de santé mentale en Guadeloupe pour les soins et après envisager d'interner ou de ne pas interner des patients. C'est une question compliquée à laquelle j'ai jamais été confrontée et tout dépend des problèmes mentaux qu'il présente et de la capacité de la famille à pouvoir assumer en fait ces problèmes et tout dépend du suivi que la personne peut avoir par ailleurs je dirais ambulatoire. Tout dépend. Qu'est-ce que vous entendez par troubles mentaux ? Tout dépend. S'il est très agressif par exemple, il faudra l'interner, mais s'il n'est pas agressif, pourquoi l'interner ? On peut le soigner chez soi s'il n'est pas agressif. Oui, parce que je pense que c'est le mieux pour lui. Et peut-être pour ceux qui sont dehors aussi, et il serait entre des mains compétentes. Pourquoi pas ? S'il est malade, c'est normal. Hein ? Ça dépend s'il est schizophrène, c'est normal qu'on l'interne. Alors si une personne dangereuse, pourquoi pas l'interner ? Plus de laisser dans la rue agressif que, je sais pas. Voilà. Et si c'est un proche ? Si c'est un proche, c'est un peu difficile, mais faut faire le choix. Si la santé mentale de la personne qui le mérite
nécessitent des soins en milieu hospitalier, pourquoi pas? L'internement n'est pas l'enfermement. L'internement, c'est pour que les gens se soignent, que les gens apprennent à connaître leur maladie et qu'à ce moment-là, ils sachent pourquoi ils sont là et c'est vers un retour à l'extérieur. Mais quand la personne reste chez le parent qui n'est pas malade, en fait, dégringole puisqu'il n'est pas habilité à soigner cette personne. Donc je dis, quand c'est nécessaire, il faut. Nos eaux abritent-elles un sous-marin nazi vieux de plus de 60 ans? C'est ce que notre invité tente de découvrir. Emmanuel Blunstein, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Également journaliste, confrère. Vous êtes sur le point de réaliser un documentaire sur l'histoire de ce sous-marin. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'ailleurs de ce sous-marin U-Boot, je crois qu'il s'appelle? Alors voilà, ce sont des sous-marins allemands et quelques sous-marins italiens qui, durant la Seconde Guerre mondiale, plus exactement entre 1942 et 1944, se sont rendus dans la Caraïbe, au départ des bases sous-marines basées sur le littoral atlantique, pour venir mener la guerre aux pétroliers américains, britanniques, enfin aux pétroliers alliés qui circulaient dans la mer des Caraïbes. C'est une guerre dont on a très peu parlé, et pourtant c'est une guerre qui aurait pu changer beaucoup de choses, qui aurait pu, si les Allemands avaient réussi à couler suffisamment de bateaux de pétroliers, ça aurait pu avoir des conséquences fâcheuses pour les Alliés, ça aurait pu faire en sorte que la guerre dure beaucoup plus longtemps. Et c'est un documentaire donc, qui parle de cet épisode méconnu et qui concerne aussi la Martinique et la Guadeloupe, parce que ce sont des îles qui ont vu passer beaucoup de sous-marins, et peut-être même effectivement, c'est ce qu'on va aller vérifier demain en face de Grand-Bourg de Marie-Galante, peut-être même qu'il y a un sous-marin qui reposerait au fond de l'océan depuis 70 ans. Vous le dites bien, vous le précisez peut-être, puisque pour le moment, vous ne disposez d'aucune preuve qui atteste de sa présence. Vos recherches reposent sur des rumeurs, c'est un peu maigre. Oui, c'est un peu maigre. Ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages qui disent que le 23 avril 1943, des habitants de Grand-Bourg ont aperçu 2 avions américains qui bombardaient un sous-marin qui naviguait devant Grand-Bourg de Marie-Galante. Alors oui, c'est maigre, c'est pour ça que je précise sur le conditionnel, mais en même temps, il y a des raisons de penser qu'il pourrait y avoir un sous-marin. Alors, les sous-marins, il y en a plus de 1000 qui ont été construits pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. On sait où ils se situent quasiment tous. Il y en a 15 dont on ignore l'existence. C'est un chiffre que je tiens de l'ambassadeur allemand au Canada, parce qu'en 2012, par hasard, on a trouvé un sous-marin allemand dans le fleuve Saint-Laurent. De temps en temps, comme ça, on découvre un sous-marin allemand. Avec des la majorité du temps, ce sont des sous-marins allemands, parce que ce sont eux qui avaient la plus grosse flotte de sous-marins. Ce qui est sûr et certain, c'est que les sous-marins allemands naviguaient autour de la Guadeloupe, comme autour de toutes les îles de la Caraïbe. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y a ce sous-marin. Il y a même des personnes qui disent qu'ils auraient détecté des choses. Effectivement, c'est un peu maigre, mais en même temps, on se dit c'est le moment ou jamais d'aller vérifier. Comme ça, on en aura le cœur net. Si on trouve quelque chose, eh bien, ce sera une découverte archéologique formidable. Et justement, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ces sous-marins pourraient apporter à l'histoire? Eh bien, de savoir que les Allemands venaient aussi au bord de la Guadeloupe. Ce sont des choses peut-être dont on parle peu. Vous allez me dire, et après ça change quoi si les sous-marins venaient autour de la Guadeloupe? Est-ce qu'ils venaient? Alors pourquoi est-ce qu'ils venaient? Est-ce qu'on les aidait? Est-ce qu'ils venaient se cacher? Est-ce qu'ils venaient faire la guerre? Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, alors il faut être très prudent parce qu'il faut vérifier. Il y a peut-être qu'ils venaient se ravitailler auprès des îles françaises parce que c'était les seules îles de la Caraïbe qui n'étaient pas ennemies à l'Allemagne, parce que c'était le régime de Vichy. Alors je parle bien des personnes du régime de Vichy qui contrôlait, je ne parle pas de la population. Donc il y a des rumeurs qui disent que les sous-marins venaient se ravitailler auprès de la Jeanne d'Arc, qui était le navire de guerre, le navire amiral de la flotte de Vichy à la Guadeloupe. Il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans ce sens-là. Et il paraît aussi que certains Guadeloupéens aidaient justement les Allemands. Alors, ça, c'est moins glorieux dans l'histoire. J'ai trouvé ça dans un livre d'une historienne que vous connaissez qui s'appelle Yann Samper, qui a reproduit un tract de dissidents qui dit il faut se méfier des familles qui aident les dissidents. C'est un tract, là encore, ce n'est qu'un tract. Ça ne veut pas dire que pour autant il y a beaucoup de familles, mais ce sont des choses qu'il nous faudrait vérifier. C'est aussi pour ça qu'on vient ici maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont été témoins de tous ces événements. Il faut les interviewer maintenant, parce que... Vous avez déjà rencontré quelques personnes, des anecdotes? On a rencontré quelques personnes, et qui parlent plus précisément des marins de Vichy, qui étaient en poste sur la Jeanne d'Arc,
qui, pour certains d'entre eux, étaient très favorables aux Allemands et qui pourraient... Alors, c'est très difficile de trouver des preuves, parce que c'était vraiment... S'ils ont aidé les Allemands, à mon avis, ils ne le criaient pas sur tous les toits. Il ne fallait pas laisser de traces, parce qu'un jour ou l'autre, on ne sait jamais, si jamais le régime de Vichy perdait la guerre, et si les Allemands perdaient la guerre, et si le régime de Vichy, du coup, perd la guerre, il y a des jugements, et il faudra se justifier. Donc, c'est très difficile de trouver des preuves. Mais c'est ce que disent beaucoup de Guadeloupéens qui étaient à l'époque vivants et qui se souviennent de toutes ces rumeurs. Justement, ces sous-marins qui passaient comme ça. De ces sous-marins qui passaient, ça c'est certain. Il y en a eu, c'est sûr et certain. J'ai trouvé des traces dans les journaux de bord des sous-marins allemands dans un musée en Allemagne où ils parlent régulièrement de la Guadeloupe. Il dit on est près de la Guadeloupe, ils étaient en ce qu'on appelle en profondeur périscopique, ils naviguaient, il y avait juste le périscope qui sortait. Et ils disent on voit les pêcheurs qui pêchent autour de la Guadeloupe, mais on n'y touche pas parce que nous, on n'est pas ennemis avec la France de Vichy. Et puis nous, ce qu'on cherche, c'est les pétroliers, on ne va pas s'amuser à... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un endroit stratégique. Alors oui, c'est un endroit stratégique. Comment va se dérouler cette expédition scientifique qui doit commencer demain? Alors demain matin, on va se rendre avec Frédéric Thiraud de Saint-Louis, qui est le producteur de ce film, qui en est encore au stade du projet de ce film, et Stéphane Béguin, qui est réalisateur de ce film, et avec M. Bernard Vicens, qui dispose d'un sonar, c'est le seul sonar, il me semble, en Guadeloupe. On va aller sur la zone supposée où un sous-marin aura été attaqué et détruit par des avions américains, et on va sonder la zone au maximum. On a beaucoup de témoignages qui concordent pour dire que s'il y a un sous-marin qui se situe au large de Grand-Bourg, c'est à cet endroit-là, donc on va aller voir ça. Et on va chercher, fouiner. Et puis demain, je vous dirai si on a trouvé quelque chose ou pas. Vous espérez exhumer justement ce sous-marin ou le laisser en l'état Non, je pense que si on trouve un sous-marin, je pense que c'est avant tout un témoignage historique. Je pense que déjà, si un sous-marin repose au fond des eaux, il n'est pas vide, dans le sens où il y a des hommes dedans. Alors on pourrait dire, oui, bon, c'était des ennemis. Mais en même temps, bon, voilà, ce sont des jeunes qui, à l'époque, avaient 20 ans, et tout ça pour dire que ce sont des cadavres qui, je pense, doivent rester en paix. Exhumer un sous-marin, à mon avis, c'est techniquement très compliqué. Je ne suis pas ingénieur, mais je pense qu'en fonction de la profondeur, en fonction de tout un tas de paramètres, ça ne va pas être évident d'exhumer un sous-marin. Donc, moi, je suis plutôt d'avis que si on découvre un sous-marin, voilà, c'est une découverte archéologique, historique. Et ça peut permettre de parler de la Seconde Guerre mondiale dans les Antilles avec un autre point de vue, en apportant des informations nouvelles. Et puis, si on ne trouve pas de sous-marin, on aura cherché, on en aura le cœur net, et ça n'empêche pas d'expliquer, à travers ce documentaire, qui j'espère se fera, d'expliquer pourquoi les sous-marins venaient ici, pourquoi ils venaient autour de la Guadeloupe, et pourquoi est-ce que, comme me disait ce monsieur Antoine Etena, qui doit être âgé aujourd'hui de 95 ans, qui vit à Baie-Mahault, qui m'a expliqué que quand il avait 14 ans, il était sur une Saint-Oise dans la rade de Pointe-à-Pitre, un sous-marin est passé sous son bateau. Et quand il m'en parle, il me dit « j'en ai encore la chair de poule », tellement le souvenir est vivace. Donc je pense que c'est intéressant d'expliquer aussi, peut-être aux jeunes générations, parce que les anciens doivent savoir pour certains, d'expliquer aussi pourquoi les sous-marins venaient faire la guerre ici, et que la guerre aurait pu se jouer aussi dans la Caraïbe. Quelque part, elle s'est jouée aussi dans la Caraïbe. Elle s'est jouée aussi dans la Caraïbe. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, après, les Allemands ont dû foutre le camp, parce que les Américains, au début, ont été pris par surprise, mais au bout d'un moment, ils se sont organisés. Avec leur puissance industrielle, ils ont construit des avions, ils ont bien organisé la défense, et les sous-marins, au bout d'un moment, ne pouvaient plus couler un seul bateau sans risquer eux-mêmes de se faire couler. Donc, ils ont quitté le secteur de la Caraïbe à la fin de l'année 1943. Et si je puis me permettre, tout à l'heure, on parlait des dissidents. Les Américains, on leur signalait la présence de sous-marins, et quand on leur signalait un sous-marin, ils décollaient et ils attaquaient. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel Blunstein pour toutes ces précisions et cette histoire que vous racontez avec passion. L'appel à projet sur l'approche environnementale de l'urbanisme a été lancé aujourd'hui à destination des collectivités territoriales. Un projet piloté par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le reportage de Loïs Ignace. 2 journées sont organisées par l'ADEME et le CAUE pour l'appel à projet de l'AEU2, l'approche environnementale de l'urbanisme 2, dont l'objectif est de prendre en compte l'environnement dans les projets d'aménagement de la ville. On fait un séminaire pour mobiliser vraiment les acteurs sur le sujet. Donc on leur donne à connaissance notre outil. Et après, on va organiser des formations, donc une demain et une le 3 mai, pour les collectivités, pour vraiment leur expliquer ce qu'est l'approche environnementale de l'urbanisme. Et après, on va essayer de les faire se lancer dans notre appel à projet, y répondre. Et ensuite, ce sera à elles de sélectionner leurs prestataires qui va leur permettre d'intégrer
plus d'environnement dans leur projet d'aménagement. Toutes les communes de Guadeloupe sont concernées par l'approche environnementale de l'urbanisme 2. La ville de Petit-Bourg est en phase d'étude pour créer une écoville. Alors en fait, l'approche environnementale de l'urbanisme pour nous à Petit-Bourg consiste à prendre véritablement en compte les limites, les difficultés, tout ce qui constitue pour nous une faiblesse de notre territoire. Le centre-ville est pour nous le centre où la vie doit pouvoir se développer. Il s'agit pour nous d'étudier ce territoire-là et de pouvoir porter des réponses parce que nous souhaitons effectivement densifier ce centre-ville. La mission du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe, est de sensibiliser les élus et former les techniciens à l'approche environnementale de la ville. Chaque fois qu'un projet se présente à une collectivité, qu'il s'agisse de parking, d'un aménagement de placettes ou de créer des voiries, des routes, des trottoirs ou autre, il faut avoir en tête que l'impact de ce projet peut être néfaste pour l'environnement. Non seulement par les matériaux utilisés, mais aussi par le tracé, par le choix de tel ou tel site. Des appels à projets dont les études seront financées à 70% par les services de l'État et de la région Guadeloupe. Dans un instant, la Guada Troc Party, un nouveau mode de consommation fondé sur la récup et le langage des bébés signes, un moyen ludique pour communiquer. En Martinique, la bibliothèque universitaire est fermée au public depuis le début du mois. Le vide sanitaire du bâtiment contient 400 mètres cubes d'archives de la région et du centre océanographique de Monaco, alors qu'il devrait être vide. La présidente de l'université a donc décidé de fermer la bibliothèque en soulignant l'importante quantité de papier qui constituait un risque d'aggravation en cas d'incendie. Le stockage des archives de manière provisoire avait été décidé en mars 2011 sur la mandature régionale de Sergette-Chimie. À l'approche des examens, les étudiants se disent ennuyés par cette décision. Loïc Régis, d'ATV Martinique. Depuis lundi dernier, nombreux sont les étudiants à se heurter aux portes closes de la bibliothèque. Une fermeture inattendue à l'approche des examens prévus au mois d'avril. Pour ces jeunes, la pilule a du mal à passer, mais ils sont bien conscients que les circonstances sont exceptionnelles. Les archives sont entreposées à la BU depuis pas mal d'années, c'est pas récent et ça fait un moment que la nouvelle directrice alerte les autorités par rapport à tout ça. Il y a les examens qui approchent et c'est un petit peu dur parce qu'on a des livres à emprunter et voilà, donc ça nous pose problème. Le jour où elle a fermé, j'étais censée récupérer un livre, donc oui, ça a été une très mauvaise surprise pour moi. Quand on a besoin d'aller travailler ou même par rapport au PC, c'est pénalisant. Le vide sanitaire de la nouvelle bibliothèque contient près de 400 mètres cubes d'archives régionales, des documents qui se sont retrouvés dans les locaux de la bibliothèque universitaire en 2001, suite à une convention passée entre l'établissement et la gouvernance de l'ancienne région. Le conseil régional de l'époque a engagé, en informant le préfet, il faut toujours l'informer, a engagé des démarches nécessaires pour rapatrier, pour faire revenir tout ce qu'il y avait comme archives régionales. Mais ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Mais je veux dire que nous avons pris les précautions d'arrêter cette convention, de visiter les lieux, d'avoir un huissier, de faire un procès-verbal pour démontrer que ce que nous avons demandé, donc nous n'avons pas reconduit la convention. Cette convention pour le stockage des archives avait une durée initiale de 15 mois. Ce délai n'aurait pas été respecté selon la nouvelle majorité. Elle s'est prolongée, effectivement, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, mais surtout pourquoi rien n'a été fait auparavant pour que ces archives soient mises en sécurité et dans de bonnes conditions de conservation. Parce que c'était d'abord ça l'objet de cette convention et rien n'aurait été respecté, puisqu'aujourd'hui vous avez des cartons qui s'enfoncent sous leur poids. Des cartons qui devraient être déplacés avant les vacances de Pâques dans le nouveau bâtiment dédié à ce service. S'en suivra la réouverture de la BU, grandement attendue par la communauté universitaire. Les étudiants ont néanmoins la possibilité de commander des ouvrages en ligne sur le site internet de la bibliothèque. En Guyane, les étudiants de la section hôtellerie-restauration du lycée Melchior Garé tiendront cette semaine un restaurant éphémère comme des professionnels de la théorie à la pratique. Un reportage de Mia Pierre d'ATV Guyane. Au menu ce midi, feuilleté d'escargot et œufs pochés comme en Bourgogne. Filet de Vivano Veracruz, palenta moelleuse, poulet balti, petit ragoût de légumes pays ou encore pavé de kangourou au senteur de champignons.
Des plats d'origines diverses concoctés par les élèves du lycée Melchior Garé de la section hôtellerie-restauration. Cette semaine, ils nous font voyager avec le Palais du Monde, un restaurant éphémère qu'ils ont mis en place. Un restaurant que l'on a monté de toutes pièces. Donc on a d'abord choisi un thème, le voyage à travers le monde. On a élaboré une carte, donc des menus qui sont tirés de divers pays du monde. Et donc on a choisi une animation, un thème, on a mis des drapeaux de différents pays, des tables qui sont ciblées, donc une table pour chaque pays. Et l'animation, donc certains élèves ont travaillé dessus. Et voilà, c'est vraiment faire découvrir la cuisine du monde à nos chers clients. En salle comme en cuisine, les plus expérimentés coordonnent les opérations. Le plus compliqué, c'est de pouvoir gérer les commis, qui sont des élèves de classe inférieure à nous. À quelques heures du premier service, la pression monte et le stress se fait sentir. Shannon est en première année, elle a enfilé sa tenue de travail, elle sera maître d'hôtel. Je suis censée gérer les autres élèves pour faire un service qui est fluide et qui n'a pas de blocage, Pour l'instant, on est un peu dans le jus, mais ça va, on se débrouille, on essaye de se débrouiller comme on peut. Une semaine durant laquelle les étudiants mettront en pratique tous leurs acquis. Un entraînement pour ces futurs encadrants dans un domaine porteur d'emploi. Et s'il suffisait de s'accepter tel que l'on est pour faire les bons choix alimentaires et ainsi perdre du poids, c'est ce que préconise la méthode Feel So Light, traduisée en français « se sentir si léger ». Celle-ci est enseignée par une femme médecin, Karen Diamin. Vous dire tous les jours que vous vous aimez, que vous avez fait ce que vous pouviez. C'est dans un cadre idyllique que Sophie dispense ses conseils à des femmes qui, comme Jenna, sont à la recherche de solutions innovantes en matière de nutrition. J'ai essayé pas mal de méthodes et ce qui m'a séduit dans cette méthode-là, c'est de ne pas se focaliser sur l'alimentation, le travail sur soi, l'acceptation de soi, pour pouvoir avancer, arriver à un objectif sans focaliser sur l'alimentation parce que généralement, les privations, la frustration, ça fait qu'on ressent encore plus. On perd à un moment donné, mais ça revient une fois qu'on arrête le régime, donc la frustration, et bien on reprend. Essentiellement basé sur le développement personnel, le programme Feel So Light permet de créer un nouveau comportement alimentaire sans frustration et de manière durable. Tous les jours, on a des choix alimentaires à faire. Et nos choix sont en tout cas, notamment en lien avec notre état émotionnel et nos croyances. En prenant conscience de votre état émotionnel et de vos croyances, vous allez être en mesure de créer un changement. Donc, changement de comportement alimentaire, mais aussi changement dans tous les domaines de votre vie. Le processus, en fait, il consiste à prendre conscience de ce que vous mangez et de ce que vous pensez de votre alimentation, de votre comportement alimentaire et surtout de ce que vous pensez de vous-même. Et après cette première phase de travail psychologique, il est temps de parler des comportements alimentaires qui peuvent parfois être inadaptés. Plus d'une personne sur deux est en surcharge pondérale. En Guadeloupe, c'est une personne sur deux en France, plus d'une personne sur deux en Guadeloupe. Et d'ici 20-30 ans, on annonce des chiffres terrifiants. Et ça touche actuellement, malheureusement, de plus en plus nos enfants. Le premier responsable de ce fléau, avant tout le reste, c'est le sucre. Le sucre ajouté, le sucre rapide. C'est aussi les fruits. C'est sûr que les fruits, c'est bon à la santé, mais trop de fruits, attention, c'est beaucoup de sucre rapide. Donc aussi, dans nos croyances, on nous dit les fruits, c'est bon pour la santé, on peut y aller. Les jus de fruits, c'est bon pour la santé, les smoothies, les machins. Et là, mais il y a un an, on ne se rend pas compte, mais on consomme énormément de sucre rapide. Donc gardez à l'esprit que les fruits, c'est bon pour la santé, mais c'est du sucre. Pendant 9 mois, Sophie aidera ces femmes à atteindre leur objectif de perte de poids, contribuant ainsi à leur porter confiance et sérénité. Autre tendance, elle permet celle-ci de faire des économies. Le troc est en passe de devenir en Guadeloupe un nouveau mode de consommation. Plutôt que de refaire leur garde-robe en payant le prix fort, certaines fashionistas résistent à la crise grâce à l'échange. L'association Tendance Guada organisait hier la 16e édition de la Guada Troc Party à Jarry, un événement de plus en plus prisé. Reportage Isabelle Amo.
Vêtements, chaussures, accessoires, ici, le temple des affaires pour les fashionistas. Même si tous les articles ne sont pas de première fraîcheur, ils vont ravir leurs prochaines propriétaires, adeptes du troc. Bien sûr, elles ne viennent pas les mains vides. Et avant de se ruer sur les bonnes affaires, arrêt obligatoire au centre de tri, les vêtements défectueux sont recalés. C'est comme dans un magasin. On ne veut pas de vêtements troués, on ne veut pas de vêtements tachés, on ne veut pas que la fermeture éclair soit défectueuse. Donc on trie d'abord pour pouvoir bien sélectionner pour que les troqueuses soient satisfaites. Alissa est une nouvelle troqueuse. Après un tour de salle, la jeune femme débusque une dizaine de vêtements. C'est vraiment pour me débarrasser de choses que je ne mets pas en bon état et pourquoi pas faire plaisir à quelqu'un qui en a besoin. C'est surtout ça, c'est plus l'esprit en fait du troc. C'est la première fois que je viens et l'année dernière j'avais trouvé que c'était une bonne initiative de justement pouvoir échanger 10 éléments de sac à dos reprendre mes pas contre 10 autres et puis c'est plus économique. Ah oui. Et puis on a franchement de bonnes affaires. Et puis elles font un super tri. Donc c'est vraiment des éléments de bonne qualité. On a des pantalons, des jupes, enfin il y a de tout. La Guadatroc Party rencontre un succès croissant au fil des années. Un véritable petit réseau s'est développé et s'il attire majoritairement les femmes, les organisatrices prévoient des éditions dédiées aussi au public masculin. Nous les femmes en fait, nous avons toujours cette tendance à garder nos vêtements dans l'armoire. Ah on va maigrir, on va grossir, ah si, ah, ça. Mais au final, on constate en fait que non, c'est pas ça. Les hommes ont plutôt tendance à « Ah, c'est pas bon, on va jeter ». Mais là, les femmes, elles ont payé. Donc, autant faire profiter une autre et avoir d'autres vêtements. Donc, c'est... Voilà. Les hommes ils n'ont pas la même conception du troc ni des échanges comme les femmes, en fait. On attend surtout les hommes, puisque là, c'est exclusivement un public féminin, mais on attend des hommes pour justement participer à la Guadatroc Party. Retour vers Alissa. Après avoir déniché les bonnes affaires, la cliente repart avec ses nouveaux articles. Et comme à chaque édition, tous ceux n'ayant pas de repreneur seront distribués à des œuvres caritatives. Le langage reste l'apprentissage essentiel en maternelle, une période difficile pour certains enfants, mais plusieurs méthodes peuvent servir à se faire comprendre, comme le langage des signes. Dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, l'association CERAC a animé un atelier bébé signes autour du langage des signes à l'école maternelle de Pointe-à-Bacchus à Petit-Bourg. Reportage Loïs Ignace. Petit escargot porte sur son dos. Merci, s'il te plaît, j'ai faim, j'ai soif. Autant de mots que ces enfants de maternelle ont appris ce matin. Encore de l'eau. J'ai appris comment on fait petit escargot. Peggy Pignot a débuté la pratique de la langue des signes en 2014, un moyen de communication qu'elle a mis au service de ses élèves. On fait ça déjà dans la classe presque quotidiennement, parce que dans les nouveaux programmes, des programmes de l'école, on parle d'éveil à la diversité linguistique, aux langues régionales et langue des signes française. Voilà, donc très réceptifs, ils aiment beaucoup. C'est devenu comme un petit jeu. Et puis, il y a certains enfants qui ne communiquent pas encore bien dans la classe. Donc, la langue des signes nous permet de communiquer avec les enfants autrement. L'association CERAC a mis en place des ateliers bébé signes, un moyen de communiquer avec les enfants qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas encore parler. Parler, quand on parle, on répète, l'enfant, il entend. Eh bien, signer, c'est pareil. Nous signons, et le bébé, il voit, il capte. Quelque temps après, quand bébé veut exprimer ses besoins, eh bien, il utilise ses mains, il signe. Donc, résultat, moins de problèmes, moins de frustration, de colère, une communication plus fiable et une relation riche avec les parents et tout l'entourage. Le langage des signes ne risque pas d'être un frein au langage verbal puisqu'il est toujours accompagné de la parole. Handball, football, volleyball, telles étaient les disciplines sportives qui vous donnaient rendez-vous ce week-end. Compte rendu et résultats avec Yvan Lemar. Ce week-end, un pot-à-pitre, on jouait chez les hommes les demi-finales des playoffs de volleyball. L'US Goyave affrontait l'ASC Fumerolles de Saint-Claude. Les Goyaviens se sont imposés au match aller et retour 3-7-2.
Nous sommes des compétiteurs, là. On va en finale, une finale, ça se gagne. Donc on va se donner tous les moyens pour pouvoir atteindre notre objectif et conserver notre titre. L'autre demi-finale opposait l'IUFM Sport de Pointe-à-Pitre à l'Arsenal de Petit-Bourg. Les Petits Bourgeois se qualifient pour la finale avec 2 victoires, 3-7 à 1. Nous allons aborder cette finale en nous reposant au maximum. Ensuite, ça va se jouer vraiment sur la technique, la concentration au maximum, le moins de fautes possible. C'est la base. En handball, on joue ce week-end la 17e journée du championnat Excellence régionale. Chez les femmes, victoire de l'Étoile de Morne-à-l'Eau face au Club Sport 50-17, de l'Intrépide de Sainte-Anne face à l'USR 41-10 et de l'OMS Capesterre face à la JTR 23-21. Au classement général, l'Étoile est en tête devant l'Intrépide, la ZUP et Zayanla. Chez les hommes, l'Étoile de Morne-à-l'Eau s'impose 34-24 face au Club Sport. L'Intrépide bat l'USR 32-14. Victoire de la JTR face à l'OMS Capesterre 33-30 et de Zayanla face au FCN 26-23. Au classement général, l'Intrépide devance l'Étoile de Morne-à-l'Eau, le Club Sport et la JTR. En football, on jouait ce week-end la 19e journée du championnat de division d'honneur. Match nul 1 partout entre la Solidarité scolaire et le Sirocco. AOG amical 0-0. L'Arsenal bat le Phare 3-0. Victoire de la Gauloise 3-2 face à l'Étoile. Match nul entre le CSM et le CAM 2-2. La Red Star s'impose 1-0 face à la Juventus. Victoire de l'USR face à l'USBM 3-2. Au classement général, l'USR reste leader devant le CSM, la Juventus et l'USBM. Hier se déroulait le championnat de Ligue Nationale 1 et Nationale 2 de Twilling Bâton à Petit Canal, une compétition qualificative pour les championnats de France N1 et N2. Il y a du bon, du moins bon. Il y a eu des belles prestations aujourd'hui, un peu mieux que le week-end précédent lors des départements. Donc c'est plutôt positif. En filière nationale 1, médaille d'or pour Julie Maxès en junior, Raphaël Duron en junior masculin et Stécie Tétis en senior. En filière nationale 2, le titre a été remporté par Alicia Latif en benjamin, Fiona Miran en minime, Liana Ferréol-Talbot en cadette, Linsley Jacquin en junior, Kylian Pommier en junior masculin et Chloé Chomro-Lamotte en senior. Médaille d'or pour le club Zikak de Saint-François en duo cadet, junior et équipe junior. Médaille d'or également pour Abyss Twill de Vieux Habitants en duo minime, pour Anturium de Pointe-à-Pitre en duo senior, pour Hibiscus d'or de Trois-Rivières en équipe cadette et Dahlia des Abîmes en équipe senior. Les quarts de finale de ces championnats de France National 1 et National 2 sont prévus le 30 et 31 mars prochain à Petit Canal. La Ligue de judo de la Guadeloupe a organisé hier la dernière compétition de la saison 2015-2016, intitulée Coupe des ceintures de couleur et critérium Benjamin pour les catégories cadet, junior, senior et Benjamin. Une dernière épreuve qui vient clore la saison avant les échéances nationales. Karen Diamin s'est rendue au gymnase Roger Bambuc du Crêpes Antilles-Guyane. Ils sont 130 à avoir participé à la Coupe des ceintures de couleur qui s'est déroulée hier au gymnase Roger Bambuc. C'est une compétition qui est ouverte pour les catégories Benjamin, nés en 2004-2005, et les catégories cadet, junior et senior. Uniquement les ceintures orange, verte, bleu et marron. Il n'y a pas les ceintures noires. C'est un critérium qui permet aux judokas qui sont sur un judo loisir de pouvoir se faire plaisir et éventuellement progresser dans les grades. Et bien qu'il ait terminé deuxième de sa catégorie, Andy, lui, ne changera pas de grade. Ça s'est très bien passé. Au début, j'ai commencé à gagner tous mes combats et le dernier, je l'ai perdu. Mais l'important, c'est de participer. Pour Outessa, qui combattait dans la catégorie senior moins de 57 kg,
c'est une ceinture noire qui l'attend. Ça s'est bien passé en fait. Aujourd'hui, c'était la reprise pour moi. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de compétition. Et ça a été. J'ai gagné mon combat. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut se défouler. Quand on est au judo, on se défoule. D'abord, on est là pour s'amuser. Et puis après, l'ambiance au club, le prof, Yamsel, voilà, tout ça me plaît. Je suis d'abord venue pour m'amuser. Après, j'ai gagné mon combat. Et puis, je pense que cette compétition me rapportera des points de ma ceinture pour après passer la ceinture noire. Avec 3700 licenciés, le judo est un sport qui tend à se développer dans notre archipel. C'est un sport où les personnes qui nous suivent, c'est d'abord les parents des élèves avec qui nous entretenons une relation, de bonne relation, d'accord? Ensuite, il faut savoir que ce n'est pas un sport, je dirais, populaire. Le judo aujourd'hui, sur l'échiquier des disciplines, les 50 ligues et comités, on est 3e sur le podium. Donc, on est fort à travers nos licenciés. Et ça, c'est ce qui est fondamental. À la fin de cette journée de combat, les 130 participants repartiront tous avec un prix, signe de leur engagement envers ce sport. À vos stylos maintenant pour quelques informations pratiques. Les villes du Moule, du Gosier et de Petit-Bourg seront touchées par des coupures d'électricité jusqu'au 20 mars. Des coupures qui s'effectueront principalement en matinée. Et puis une réunion d'information est prévue concernant le barrage de Gachette à Port-Louis. Une réunion qui aura lieu demain à 17h30 à la salle polyvalente de Belin à Port-Louis. Et enfin, voici le planning des collectes mobiles, le planning de l'EFS Guadeloupe. Des collectes de sang qui démarreront demain de 8h30 à 13h au lycée Gervais-le-Riage de Basse-Terre, suivi d'une collecte prévue à Destréland mercredi et enfin au Centre culturel de Sainte-Anne le jeudi 17 mars. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.